Vous êtes un garçon de 7 ans qui joue dans votre village chrétien des Balkans. Lorsque des fonctionnaires ottomans se présentent chez vous, leur objectif n'est pas la levée d'impôts ou le paiement. Ils sont venus uniquement pour vous. Vous ne reverrez jamais votre famille. L'Empire ottoman a tenu plus de 6 siècles, couvrant 3 continents et influençant la vie de millions de personnes. Nous le retenons pour son architecture impressionnante, ses sultans puissants et sa brillance stratégique. Cependant, derrière les façades dorées des palais et la gloire des conquêtes se cachaient des pratiques sexuelles choquantes que les témoins de l'époque trouvaient difficiles à décrire. Ce n'étaient pas des épisodes isolés ni des malentendus culturels. C'étaient des politiques structurées qui faisaient de la sexualité humaine un outil de contrôle, d'exploitation et de terreur. Ce que vous allez découvrir provient des archives administratives ottomanes, des témoignages de diplomates et voyageurs et d'éléments archéologiques qui montrent comment un empire a armé les aspects les plus intimes de l'expérience humaine. Ces actes n'avaient rien d'exceptionnel. Ils correspondaient à des systèmes établis qui ont affecté des millions de vies sur plusieurs siècles. Le plus inquiétant n'est pas ce qui s'est passé, mais l'organisation rigoureuse. L'Empire enregistrait des dossiers détaillés sur chaque activité, incluant l'utilisation systématique d'enfants. Des informations sur des centres de stérilisation obligatoires et le trafic humain organisé étaient soigneusement notées. Si vous êtes attiré par des récits historiques peu connus, abonnez-vous et précisez votre emplacement en visionnant. Votre implication joue un rôle clé dans notre capacité à produire plus de contenu similaire. Reprise la vidéo pour aborder le thème principal. Commençons par ce qui pourrait être la pratique la plus émotionnellement destructrice, le système de Devshirme, aussi appelé recrutement d'enfants ou tribu de vie. À intervalles réguliers, les autorités ottomanes s'attaquaient aux communautés chrétiennes des Balkans, menant des opérations qu'ils qualifiaient de collecte. Ils ne récupéraient pas d'impôts ou de biens. Ils s'emparaient d'enfants. Le système fonctionnait avec une précision terrifiante. Les fonctionnaires procédaient à des inspections dans les villages, armés de registres précis listant le nombre exact de familles chrétiennes, le total d'hommes en âge d'être enrôlés et la date de la dernière contribution. Ils tenaient des registres de souffrance surveillant les adolescents comme s'ils étaient des bétails dans leur empire. Les garçons âgés de 7 à 20 ans étaient des priorités, bien que l'âge idéal soit bien plus bas. Les archives mentionnent que des enfants de 4 ans étaient retirés, arrachés à leur mère par des agents qui considéraient leur chagrin comme une conséquence inévitable. Le tri était rigoureux et insensible. Les fonctionnaires examinaient chaque enfant comme s'ils choisissaient du bétail, mesurant leur état de santé, leur niveau intellectuel et leur croissance physique. Cependant, ce qui rend cette méthode particulièrement inquiétante est ces enfants n'étaient pas dirigés vers des mines ou des champs. Ils étaient envoyés pour soutenir l'Empire dans des fonctions privées. Les garçons les plus doués et charmants étaient envoyés au palais pour un réaménagement, des prénoms nouveaux et une préparation aux tâches du souverain. Le système allait au-delà de la simple recrutement de serviteurs. Il concernait une reconfiguration complète de l'esprit. Les enfants furent immédiatement séparés de toute personne parlant leur langue maternelle. On leur interdisait d'utiliser leur nom de naissance ou d'évoquer leurs proches. Tout témoignage d'attachement à leur ancienne vie était éradiqué avec violence. En quelques mois, la plupart ne parvenaient plus à se souvenir de leur nom d'origine. Ils devinrent des supports vierges sur lesquels l'Empire inscrivait toutes les identités nécessaires à ses objectifs. Beaucoup de ces garçons étaient affectés à l'escouade des janissaires, la force militaire d'élite de l'Empire. Cependant, ce sort apparemment honorable recélait un revers caché. Les janissaires devaient s'abstenir de tout attachement et servir fidèlement le sultan. Leurs seuls liens sociaux se situèrent parmi leurs camarades, créant un cadre militaire où les relations homosexuelles n'étaient pas seulement tolérées, mais codifiées. Ce n'était pas un arrangement informel. C'était une unité militaire organisée. Son organisation, ses directives et ses objectifs étaient rigoureusement établis. L'unité avait été conçue pour gérer les relations internes. Cela assurait la stabilité en évitant les conflits personnels incontrôlés. Ils agissaient comme des associés officiels pour les officiers de haut rang, leurs fonctions militaires étant étroitement liées à leur disponibilité sexuelle.
L'Empire avait mis en place un système où l'avancement militaire reposait sur la soumission sexuelle au supérieur. Cependant, le système d'Eve Sherman avait un objectif encore plus sombre. Les garçons les plus séduisants, jugés trop beaux pour la service, étaient destinés à un sort différent. Ces enfants étaient destinés aux zones privées du palais, où ils devaient servir le sultan et ses conseillers de manières inimaginables aujourd'hui. Plusieurs de ces garçons ont subi une castration afin de devenir des eunuchs. Le procédé était violent et souvent mortel. La plupart des castrations étaient effectuées en Égypte ou en Éthiopie, où les lois islamiques interdisant la pratique permettaient des exceptions via des praticiens chrétiens ou juifs. Le taux de mortalité était choquant. Les récits historiques montrent que seulement 10% des garçons soumis à la castration ont survécu à l'intervention. Réfléchissez-y un instant. L'organisation s'efforçait si ardemment de capturer une X qu'elle perçait 9 garçons sur 10 pour en récolter un seul. Le calcul de ce dispositif est dérangeant. Pour obtenir 100 Unix, il mutilerait 1000 enfants, laissant 900 mourir. Les survivants vécurent une fin jugée bien plus douloureuse que l'oubli. Les garçons africains subissaient traditionnellement une excision totale des organes génitaux, ce qui les transformait en personnes désignées par les Ottomans comme des eunuques noirs. Ces eunuques étaient perçus comme plus fiables en présence des épouses du sultan, souvent occupant des postes élevés dans l'administration du palais. Les garçons européens des Balkans subissaient généralement une circoncision partielle, devenant des eunuques blancs chargés principalement d'activités administratives. Les conséquences psychologiques sur ces enfants étaient profondes et étendues. Ils étaient à confrontés à des dommages physiques et à une séparation totale d'avec toute possibilité de relations humaines normales. Ils n'avaient jamais le droit de se marier, de procréer ou d'engager des relations sexuelles naturelles. Leur existence était réduite à servir un empire qui avait tout pris d'eux, enlevant leurs droits humains fondamentaux. Cependant, la castration n'était pas le seul destin réservé aux beaux garçons dans le système ottoman. D'autres étaient affectés à des rôles de danseurs kachek, des jeunes acteurs masculins qui portaient des habits féminins pour se produire lors de réunions sociales et célébrations. Ces adolescents se trouvaient dans un limbe troublant entre les sexes, ni entièrement masculin, ni féminin selon les normes ottomanes. Les spectateurs de ces spectacles étaient réputés pour leur comportement agressif. Les sources historiques décrivent des hommes devenus si excités par les jeunes danseuses qu'ils se battaient pour l'opportunité de commettre des violences sexuelles. La vaisselle se brisait, les cris étouffaient les voix et des victimes étaient recensées dans le désordre entourant ces représentations. Les danseurs n'avaient aucune protection contre cette violence. On s'attendait à ce qu'ils acceptent toutes les avances qu'ils recevaient. Leur corps considéré comme spectacle par des foules ivres et hostiles. La pratique devint inextricablement liée à l'agression sexuelle, entraînant sa fin définitive. L'une des pratiques les plus dégoûtantes était le mécanisme Tafsolan. L'expression équivaut approximativement à « jeunes animaux de compagnie », atténuant son sombre réalité. Ces individus, principalement des jeunes chrétiens originaires de Grèce ou des zones adjacentes, étaient affectés à la cour pour les satisfactions des élites. Contrairement aux autres fonctions de palais, le système Tafsanolan opérait dans une totale discrétion. Ces adolescents n'avaient aucune position officielle, manquaient de protection juridique et n'avaient aucune perspective d'évolution ou de libération. Ils agissaient uniquement comme source de plaisir sexuel pour le divertissement de leurs maîtres, dissimulés face à l'inspection publique et aux archives historiques. L'organisation était conçue de manière délibérée, restreinte et dissimulée, tout en révélant des éléments fondamentaux des pratiques sexuelles ottomanes. Ce n'était pas lié à des différences culturelles ni à des normes morales alternatives. Cela impliquait l'exploitation sexuelle systématique des enfants entreprise par des institutions gouvernementales. Les garçons intégrés à ce dispositif vivaient un contexte contraignant à tous les liens humains naturels. Les parents n'avaient aucune nouvelle sur l'endroit où se trouvaient leurs enfants. Pas de message, pas de contact, juste le vide éternel de l'absence. Certaines familles prolongeaient leur attente pour des fils qui ne reviendraient jamais, en gardant l'espoir que, dans les zones reculées de l'Empire ottoman, leurs enfants conservaient l'image de leur maison. Les registres impériaux dévoilent une cruauté préméditée dans cette séparation. Les fonctionnaires déplaçaient volontairement les jeunes à des endroits éloignés de leur lieu de naissance, assurant que,
même s'il s'échappait, il n'avait aucun moyen de retrouver son chemin. Les barrières linguistiques s'avéraient infranchissables. Un adolescent originaire d'un village serbe se retrouvait à Constantinople. Le système visait à faire disparaître l'identité religieuse ainsi que le patrimoine culturel. Les garçons furent attribués des noms éloignés de leurs origines antérieures. Ils étaient formés à considérer leur ancienne existence comme une série d'erreurs et de défaillances morales. Les cérémonies les obligeaient à profaner les symboles de leur ancienne spiritualité comme des objets sacrés. La plus grande souffrance du système résidait dans la conversion des blessés en instruments de leur propre douleur. Les garçons ayant surmonté les épreuves initiales et s'adaptant à la vie palatine devenaient souvent les choix des prochaines victimes. En revenant dans les Balkans en tant qu'adultes, ils repéraient les enfants les plus prometteurs dans des bourgs semblables à ceux où ils avaient vécu. L'Empire avait maîtrisé un mécanisme de douleur garantissant son prolongement. Dépasser le système de recrutement d'enfants révèle une autre facette de l'exploitation sexuelle ottomane. La gestion de la sexualité féminine par l'Empire créait un réseau de trafic humain inégalé par les systèmes contemporains. Cela allait au-delà du simple concubinage ou des coutumes maritales. Cela concernait la commercialisation massive de l'anatomie féminine à un niveau industriel. Le marché des esclaves à Constantinople fonctionnait avec la précision des entreprises modernes. Les femmes étaient classées, évaluées et échangées via un système complexe qui réduisait les individus en marchandises. Les femmes africaines atteignaient des prix différents de celles européennes. Les vierges avaient un plus haut prix que les non-vierges. Les filles adolescentes se vendaient plus cher que les femmes matures. L'Empire avait établi des systèmes tarifaires pour la sexualité humaine. Les archives conservées révèlent la logique financière rigoureuse de ce commerce. Une jeune fille africaine moyenne se vendait entre 1500 et 2500 curus pour des tâches domestiques. Cependant, si elle était destinée à un usage sexuel, le prix pouvait doubler ou tripler. Les femmes européennes, notamment celles de Grèce ou des Balkans, avaient un prix encore plus élevé, certaines se vendant pour des montants équivalents à de petites richesses. La catégorie la plus coûteuse était attribuée à ce que les Ottomans appelaient des odalisques, des personnes rigoureusement formées pour des services intimes au sein des harems impériaux. Ces femmes pouvaient être vendues pour des dizaines de milliers de curus, leur valeur évaluée selon l'apparence, la formation et la fécondité perçue. L'Empire gérait des centres d'enseignement où les femmes capturées apprenaient les méthodes d'attirance, de manipulation et d'expérience érotique, transformant des prisonnières traumatisées en bien raffinées. Cependant, les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque transaction se cachait une personne séparée de sa famille. Privée de son identité, elle était transformée en objet sexuel. Le système légal de l'Empire ne donnait aucune protection à ces femmes. Un homme pouvait s'adonner à ses esclaves féminines sans conséquences juridiques. L'ampleur de ce commerce était stupéfiante. Constantinople abritait uniquement des quantités considérables de femmes esclaves à tout moment. L'expansion de l'Empire vers l'Afrique, le Caucase et l'Europe de l'Est était inspirée par une demande insatiable de femmes récentes. Les campagnes militaires étaient organisées non seulement pour conquérir des terres, mais aussi pour détenir personnes, les commandants estimant le nombre de prisonnières. Les circonstances traversées par ces femmes dans les harems démontrent une autre facette de l'exploitation institutionnelle. L'image populaire du haram en tant qu'espace luxueux rempli de concubines gâtées ne correspond pas à la réalité historique. La plupart des femmes du haram vivaient dans des conditions de peur constante, luttant désespérément pour l'attention qui pourrait les hisser du statut d'esclave à celui de concubine favorisée. La compétition était soigneusement encouragée par l'architecture du système. Les femmes étaient confrontées mutuellement dans des spectacles sophistiqués conçus pour divertir leurs maîtres. Elles étaient les contraintes d'exécuter des actes de plus en plus humiliants pour se distinguer de leurs concurrentes. Ceux qui n'ont pas satisfait étaient exposés à des sanctions allant de la flagellation à la privation alimentaire jusqu'à l'exécution. La guerre psychologique dans ces lieux s'apparentait à l'organisation méthodique d'une campagne militaire. Les femmes étaient incitées à dénoncer mutuellement, saboter leurs concurrentes et créer des alliances éphémères facilement rompues. L'Empire avait créé des contextes où les liens naturels entre les femmes se déformaient en armes de destruction mutuelle. Ce qui était le plus choquant, c'était le sort des enfants nés au sein de ce système.
Les archives impériales indiquent une mortalité infantile fréquente, particulièrement pour les enfants de mères africaines. Les descendants de ces unions, issus de mariages mixtes, étaient régulièrement supprimés dès la naissance. Leur existence était perçue comme un frein au fonctionnement de l'exploitation sexuelle. Les témoignages de l'époque soulignaient l'absence d'enfants de métis à Constantinople, malgré le grand nombre de femmes africaines en relations sexuelles avec des Turcs. L'implication était inéluctable. Ces enfants étaient éliminés de façon systématique pour préserver les hiérarchies ethniques que l'Empire considérait cruciales à son ordre social. Les femmes restées en vie après avoir perdu leur attrait sexuel subissaient des destins plus atroces que la mort. Elles étaient peut-être déportées vers des maisons closes, laissées errer dans les rues, ou exécutées pour céder la place à des remplaçantes plus jeunes. L'Empire ne prévoyait pas de soutien pour les concubines abandonnées, ni de mesures pour celles qui avaient sacrifié leur jeunesse au service impérial. Le cadre juridique derrière ce système illustre l'ampleur de l'exploitation sexuelle dans l'administration ottomane. Les lois établissaient clairement que violer une femme libre entraînait la peine de mort, tandis qu'agresser une esclave imposait une sanction comparable aux dommages matériels. L'Empire avait instauré un double système de valeurs humaines, rendant l'agression sexuelle structurée, à la fois légalement autorisée et économiquement profitable. La nature organisée de ces actes devient encore plus terrifiante lorsqu'on explore comment l'Empire avait normalisé la violence sexuelle comme divertissement collectif. Les exécutions publiques n'étaient pas uniquement motivées par la répression. Leur objectif était de concevoir des événements où l'humiliation sexuelle représentait le spectacle central. Les personnes condamnées pour crimes sexuels subissaient des châtiments qui reproduisaient leur violation de manière la plus humiliante possible. L'Empire poussait cela plus loin, convertissant les exécutions en événements collectifs où les foules assistaient à des scènes écœurantes de violence sexuelle. Les spectateurs n'étaient pas seulement des spectateurs. Ils intervenaient, donnant des conseils, pariant sur la résistance des prisonniers, considérant la souffrance comme un divertissement. Les méthodes de justice de l'Empire révélèrent une société où le viol sexuel avait entièrement pris racine. Les méthodes de justice de l'Empire révélèrent une société où le viol sexuel avait entièrement pris racine. Le viol dépassait l'infraction juridique. C'était un instrument de domination, un signe de pouvoir et un spectacle collectif. Les lois n'avaient pas seulement autorisé ces actes. Ils imposaient des procédures rigoureuses pour garantir un maximum de douleur et d'exposition. Des objets trouvés sur les lieux d'exécution confirment ces récits terrifiants. Les fouilles ont mis au jour des restes suggérant une défiguration méthodique dépassant l'assassinat simple. Les corps subirent des méthodes suggérant une souffrance délibérée, conçues pour annuler l'identité sexuelle de leurs victimes avant leur mort. L'Empire avait maîtrisé l'art d'utiliser les traits sexuels comme arme de dégradation totale. Cependant, le point le plus inquiétant des pratiques ottomanes liées au genre résidait dans leur création d'un contexte où cette manipulation paraissait inévitable. Les enfants ont grandi dans un environnement où le commerce humain était fréquent à chaque intersection de rue. Les jeunes apprirent que les corps pouvaient être transférés comme tout autre bien. Des générations entières furent formées à considérer la violence sexuelle comme une norme établie. Les systèmes éducatifs impériaux renforçaient ces perspectives par des enseignements religieux présentant l'esclavage sexuel comme béni par le divin. Les enfants furent formés à percevoir l'asservissement des incroyants comme une charge religieuse sacrée. L'inculcation organisée assura que chaque génération reproduirait des schémas de maltraitance identiques. L'impact psychologique allait bien au-delà des victimes immédiates. Les familles vivaient dans une terreur constante de l'enlèvement de leurs enfants. Les parents mutilaient leurs propres fils et filles, marquant des visages ou cassant des membres pour les rendre moins attrayants pour les recruteurs ottomans. L'Empire avait créé une société où les parents aimants se sentaient obligés de blesser leurs enfants pour les protéger de pires destins. Les incitations économiques derrière ces pratiques montrent à quel point l'exploitation sexuelle était ancrée dans les fondations de l'Empire. Le commerce esclavagiste n'était pas une activité secondaire. Il constituait un pilier des finances impériales, générant des recettes qui finançaient l'expansion militaire, la construction de palais et les opérations administratives. Le budget de l'Empire dépendait de l'effacement structuré de la dignité humaine sur 3 continents. Les routes commerciales ont été mises en place pour faciliter le trafic humain. Les accords diplomatiques comprenaient des dispositions concernant les transferts d'esclaves.
Les stratégies militaires intégraient des évaluations des futurs prisonniers à vendre. Le régime a créé un dispositif complet axé sur le bénéfice tiré de l'exploitation sexuelle humaine. Ces pratiques sont documentées de manière exhaustive grâce aux habitudes archivistiques des Ottomans. Ils surveillaient l'âge, l'origine et la valeur des personnes asservies via des comptes rendus précis. Ils tenaient des inventaires des harems impériaux, considérant les femmes comme des biens similaires à des marchandises ou du bétail. Ils ont conservé les échanges entre fonctionnaires discutant des préférences sexuelles de leurs supérieurs et des stratégies pour les combler par des achats ciblés. Ces textes subsistent dans des archives turques, fournissant une preuve incontestable d'une exploitation sexuelle continue durant des siècles. Les fonctionnaires de l'Empire décrivaient leurs transgressions avec la même rigueur qu'ils consacraient aux recettes fiscales ou aux plans militaires. Ils ne trouvaient rien de honteux dans leurs actes, car leur société avait pleinement intégré l'assujettissement sexuel des populations discriminées. Les réactions mondiales à ces pratiques révèlent à quel point le système ottoman avait détérioré les relations diplomatiques. Les diplomates étrangers relataient des violences sexuelles qu'ils ont constatées, les présentant comme des différences culturelles plutôt que des violations des droits humains. Les nations européennes auraient pu agir, mais étaient concentrées sur l'exploitation des routes commerciales ottomanes, évitant les risques pour les relations diplomatiques concernant les enfants et femmes asservies. L'expansion de l'Empire propagea ces pratiques au-delà de ses limites. Les normes sexuelles ottomanes furent intégrées par des États vassaux et partenaires commerciaux, les considérant comme des méthodes innovantes de contrôle démographique. L'exploitation sexuelle structurée devint un modèle imité par d'autres empires, propageant leur type distinct d'abus à l'échelle mondiale. Alors que l'Empire ottoman commençait enfin à décliner au XIXe et XXe siècle, ces pratiques ne disparaissaient pas simplement. Elles se transformèrent, s'adaptèrent et adoptèrent des formes d'expression différentes. L'infrastructure d'exploitation sexuelle qui avait existé pendant des siècles laissa des marques profondes dans la culture, persistant après la chute de l'Empire. Le plus dévastateur aspect de ce système entier était son érosion des relations interpersonnelles normales auprès de millions de personnes à travers les générations. Les enfants ayant survécu à des traumatismes sexuels eurent du mal à créer des liens sains avec les autres. Les femmes ayant fui l'esclavage portaient des cicatrices psychologiques persistantes. Les hommes impliqués dans ces systèmes d'exploitation avaient perdu la capacité à établir des liens émotionnels authentiques. Les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman constituent un des cas les plus organisés de l'histoire sur la manière dont le pouvoir corrompt chaque dimension de l'expérience humaine. Ce n'étaient pas des événements isolés ou des malentendus culturels. Ces politiques étaient délibérément conçues pour réduire les êtres humains en objets au service des désirs de ceux qui détenaient le pouvoir. L'Empire a construit une civilisation fondée sur l'effacement méthodique de la dignité humaine. Ces effets ont persisté au fil des siècles. Aujourd'hui, en analysant cette époque obscure de l'histoire humaine, nous découvrons des questions dérangeantes sur le contrôle, l'asservissement et la capacité de l'humanité à provoquer la douleur. Les comportements sexuels ottomans démontrent à quel point les normes sociales peuvent s'effondrer, exposant la vulnérabilité du progrès et la banalisation de la cruauté envers les populations vulnérables. Des preuves sont conservées dans les archives, attendant des historiens prêts à s'y confronter. Les découvertes archéologiques demeurent dans les sites de fouilles à travers les anciens territoires ottomans. Les empreintes génétiques de ces habitudes persistent dans des analyses démographiques sur 3 continents. L'histoire persiste malgré la gêne qu'elle génère. Il s'estompe sans être vu. Maîtriser ces coutumes ne correspond pas à juger la Turquie actuelle ou l'islam. Il s'agit d'analyser comment les dynamiques de pouvoir peuvent altérer l'intimité humaine et transformer les liens personnels en outils de domination. Il s'agit de reconnaître les innombrables personnes dont la souffrance a été étouffée par le silence historique. Il se concentre sur la surveillance des facteurs qui maintiennent cette oppression systématique. L'Empire byzantin a duré plus de 6 siècles, façonnant les destins de vastes populations. Son traitement des normes sexuelles a influencé les vies des générations et généré des répercussions durables. Ce n'étaient pas des pratiques d'un passé lointain. Le dernier souverain ottoman a été destitué en 1922, une époque encore gravée dans la mémoire de personnes vivantes. Cette histoire est plus proche qu'on ne le croit, et ses enseignements demeurent douloureusement éclairants.
L'aspect le plus choquant des pratiques sexuelles ottomanes n'était pas leur violence, bien qu'elle fût extrême. C'était leur méthode organisée, leur adoption généralisée et leur incorporation dans l'administration impériale. L'Empire avait conçu un outil axé sur l'exploitation sexuelle des êtres humains. Cet instrument opérait avec une efficacité administrative au fil des siècles. Comprendre les fondements de l'évolution et de la persistance de ces systèmes est crucial pour éviter leur réapparition sous des formes déguisées. La dignité humaine est inviolable. Quelles que soient les hiérarchies de pouvoir, les différences culturelles ou les contextes historiques, les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman expriment un rejet complet de ce principe, entraînant des effets dévastateurs sur des millions de personnes à travers les époques. Leurs expériences méritent d'être préservées, leur douleur doit être reconnue et leur dignité restaurée par l'histoire véridique.